On l'a retrouvé affalé dans un fauteuil roulant, seul, dans une chambre d'hôtel londonienne. La cause officielle, des complications liées à une maladie chronique. Mais à Hollywood, certains murmuraient une autre histoire. Michael Dunn n'était pas qu'un acteur. C'était un phénomène. Il mesurait à peine plus d'1 mètre, avec des os si fragiles qu'il s'était un jour brisé une côte en toussant. Pourtant, dès que la caméra tournait, tout cela disparaissait. Il rayonnait. Il captivait. Dans une industrie qui ne regardait jamais 2 fois les gens comme lui, Michael Dunn exigeait qu'on le voie. À son apogée, il dînait avec des présidents, était nommé aux Emmy Awards et volait la vedette aux plus grandes stars de son époque. Mais derrière les rires et les applaudissements, il y avait autre chose. Une douleur, une solitude, un combat incessant pour être vu non pas comme une curiosité, mais comme un homme. Le monde voyait le charmeur, le génie, l'acteur brillant. Ce qu'il ne voyait pas, c'était la lente agonie d'un esprit piégé dans un corps qui l'avait trahi. Et dans une industrie qui l'admirait sans jamais vraiment l'accepter. En 1973, à seulement 38 ans, cette lumière s'est éteinte, aussi mystérieusement qu'elle avait brillé. Michael Dunn n'était pas né Michael Dunn. Il s'appelait Gary Neal Miller. Né en 1934, dans une petite ville d'Oklahoma. Dès la naissance, son destin était marqué. Une maladie génétique rare, la dysplasie spondyloépiphysaire congénitale. Sa colonne tordue, ses membres rabougris, ses poumons comprimés. Les médecins disaient qu'il ne vivrait pas au-delà de 12 ans. Mais Gary n'a pas seulement survécu. Il a appris à vivre petit, dans un monde fait pour les géants. À l'école, il était la cible des moqueries. Alors il s'est armé de son esprit. Rapide, cinglant, brillant. À 8 ans, il jouait du piano comme un prodige. À 10 ans, il récitait Shakespeare avec la gravité d'un homme 3 fois son âge. Je ne pouvais pas les battre, alors je leur ai parlé plus fort, dira-t-il plus tard. En grandissant, il savait que personne ne lui ferait de place. Alors il en créerait une. Il quitta l'Oklahoma, changea de nom, et devint Michael Dunn. Un nom que personne n'oublierait. Son ascension commença sur les planches de Broadway. En 1963, il décrocha un rôle qui changea tout. The Ballad of the Sad Café. Son interprétation bouleversa le public. Il fut nommé aux Tony Awards. Et Hollywood prit enfin conscience de lui. Peu après, il devint le légendaire Dr. Loveless dans Les Mystères de l'Ouest. Un génie machiavélique, brillant, dangereux. Pour la première fois, un homme atteint de nanisme n'était ni une blague, ni une victime. Il était redoutable, et Michael Dunn était devenu incontournable. Talk shows, couvertures de magazines, tournées internationales. Il dînait avec Jackie Kennedy, jouait de l'opéra, fascinait le monde. Mais derrière la lumière, la douleur continuait de ronger. Hollywood l'aimait, mais seulement dans les limites qu'elle lui imposait. On lui proposait des rôles de créatures, d'elfes, de monstres. Il les refusait tous. Je ne suis pas votre comique de circonstance. Je suis un acteur. Son courage fit trembler les studios. Mais dire non, c'était aussi risquer l'oubli. Ses factures médicales s'empilaient. Son corps faiblissait. Ses poumons s'écrasaient peu à peu. Et pourtant, il continuait. Il militait pour la représentation des personnes handicapées. Dénonçait l'exploitation sous couvert de diversité. Hollywood n'était pas prêt à l'entendre. Et tandis que les projecteurs se détournaient, Michael restait seul. Dans ses journaux, il écrivait « Le public m'adore, mais personne ne me voit vraiment ». En 1973, il prit l'avion pour Londres. Un dernier film, un dernier rôle. Il disait « Encore un tour, puis je me repose ». 2 semaines plus tard, il était mort. Retrouvé seul dans une chambre d'hôtel, affaissé dans son fauteuil roulant. Officiellement, une insuffisance respiratoire. Officieusement, personne ne sait. Pas de lettres, pas d'overdose, pas de lutte. Juste le silence. Hollywood ne remarqua presque pas sa disparition. Quelques fleurs, quelques lignes dans les journaux. Pas d'hommage, pas de cérémonie. Il fut enterré dans une tombe modeste, en Floride. Une pierre simple, sans ornement. Michael Dunn. Il est venu, et il a fait une différence. Mais quelle différence? Avant Peter Dinklage, avant les discours sur la diversité, avant que l'inclusion ne devienne un mot-clé. Il y avait Michael Dunn, debout à 1,10 m, défiant le monde du haut de son courage. Il a prouvé que la grandeur n'a rien à voir avec la taille, que la dignité ne dépend pas du corps.
Il a forcé Hollywood à regarder. Puis il est mort quand elle a détourné le regard. Son histoire n'est pas celle d'une tragédie, mais celle d'un homme qui a osé briser le cadre. Et aujourd'hui, si son nom n'apparaît plus sur les affiches, son empreinte, elle, reste gravée dans l'histoire. Parce qu'avant tous les autres, Michael Dunn s'est tenu devant la caméra et a dit « J'appartiens à cet endroit, que cela vous plaise ou non. »